Voilà. Merci Didier. On va en effet enchaîner. Pour l'instant, on n'a pas rattrapé notre retard. Et je vais donner tout de suite la parole à l'orateur suivant, Cyril Gazingel. Cyril est un ancien secrétaire de l'Association française transhumaniste. Il va nous parler de la question de la sécurité alimentaire, mais en même temps des rapports avec la colonisation de l'espace, et donc tout ça dans une perspective transhumaniste. Bonjour Cyril. Bonjour, je vais essayer de tenir les moins de 15 minutes, ça va pas être évident, mais bon. Euh, Je signale pour les autres orateurs, hein, j'envoie un petit message dans le chat pour signaler 2 minutes, 1 minute, mais ok, c'est pas forcément regardé, alors je le précise. ok. Donc, ça tombe bien qu'on ait parlé d'énergie et des insectes parce qu'en fait, l'un des gros impacts qu'on a aujourd'hui sur la biosphère, c'est l'impact de notre production alimentaire, du transport de cette nourriture sur les zones de consommation. Et par exemple, si on se base sur les études de la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, un peu plus du tiers des surfaces émergées de la planète sont utilisées pour l'agriculture. Et sur ces 36, aux alentours de 36%, et sur ce tiers utilisé pour l'agriculture, près de 80% de cette surface n'est utilisée que pour la production de nourriture d'origine animale, que ce soit pour faire grandir du fourrage ou pour produire de la viande ou des laitages à partir des animaux. Et donc, j'ai commencé à me demander comment nous pourrions économiser ça, parce que bon, nous sommes 7 milliards aujourd'hui, l'ONU prévoit que nous soyons 10 milliards à la fin du siècle. Les pays émergents sont en train de rattraper l'Occident, et c'est déjà fait pour certains, au niveau du niveau de développement, ce qui veut dire une alimentation plus riche, plus variée, et donc des demandes de production alimentaire beaucoup plus importantes. Et les trois pistes que j'ai identifiées, c'est une qui est le changement d'habitude alimentaire, parce qu'aujourd'hui, notamment en Occident, nous consommons beaucoup trop de viande et de laitage, et nous avons une alimentation beaucoup trop riche, ce qui provoque des problèmes de santé publique avec une augmentation de l'incidence des cancers ou des maladies cardiovasculaires, mais ce qui aussi entraîne une logique de production à outrance et de production des animaux dans des conditions très délétères qui favorisent l'apparition de zoonoses, et ces zoonoses pouvant se transformer en pandémie. La grippe A, en 2003, si je me souviens bien, avait démarré dans les élevages de porcs au Mexique. Les porcs étant parqués dans des zones de production les uns sur les autres. Une zoonose s'était déclarée là, ils avaient mis les carcasses en marge des centres de production. Les animaux sauvages errants avaient récupéré le virus et l'avaient transmis à l'homme via leurs animaux domestiques un peu plus tard. Mais même si nous changeons de régime alimentaire, même si nous allons vers des régimes alimentaires avec moins de viande et moins de laitage, l'augmentation de la population et l'augmentation du niveau de vie global fait que les gains ne seront que marginaux. Donc, la deuxième option possible, et celle-là va nous permettre d'avoir un levier beaucoup plus important, c'est le changement des modes de production. Et pour cela, nous avions, pour les viandes cellulaires, en prenant des cellules souches d'un animal et en les mettant dans un bioréacteur, nous pouvons faire croître ces cellules souches et les faire se différencier en cellules musculaires pour produire des viandes cellulaires. Et selon l'American Chemical Society, la production de viande cellulaire en bioréacteur pourrait nous permettre d'économiser jusqu'à 45% d'énergie pour produire la même quantité de nourriture, pourrait entraîner une réduction de 96% des émissions de gaz à effet de serre pour produire cette même quantité, une réduction de 90% de la consommation d'eau et une réduction de 99% des surfaces nécessaires pour produire la même quantité de viande. Et de notre côté, pour les plantes, nous avons toutes les cultures hors sol, que ce soit aéroponie, hydroponie ou aquaponie. Donc l'aéroponie, on diffuse une vapeur riche en nutriments sur les racines des plantes. L'hydroponie, les plantes baignent dans une solution aqueuse riche en nutriments. Et l'aquaponie, c'est un peu le mix de l'hydroponie avec la pisciculture. En fait, on a un élevage de poissons dont les déjections sont retraitées par des bactéries et réinjectées en tant que nutriments pour les plantes. Et ces cultures hors sol permettraient d'économiser jusqu'à 90% d'eau en moins, de consommer 90% d'eau en moins pour produire la même quantité de nourriture, et peuvent faire sur des environnements beaucoup plus contrôlés, que ce soit les viandes
de culture ou que ce soit les cultures hors sol, c'est des environnements beaucoup plus contrôlés qui sont moins soumis aux aléas de l'environnement, donc à la pollution qui peut être faite, sachant qu'une plante qui est cultivée ou un animal qui grandit à l'air libre est tributaire de la pollution qu'il peut avoir dans les environnements. Et aussi, ça pourrait rapprocher la production des zones urbaines. Dans un monde qui est majoritairement aujourd'hui urbanisé, ces installations pourraient être, comme elles demandent peu d'espace, pourraient être mises beaucoup plus proches des lieux de production. Et aujourd'hui, une grosse partie de la pollution engendrée aussi par l'alimentaire, c'est la dette carbone pour transporter toute cette nourriture des lieux de production au lieu de consommation, que ce soit bateau, avion ou camion. Tout cela participe aussi de la dette carbone de notre alimentaire. Et ces formes de production peuvent aussi être des formes qui vont alléger la contrainte logistique si on veut s'installer sur la Lune ou sur Mars et pour un habitat permanent sur place. Des tests ont été faits de culture hors sol de plantes dans l'ISS avec succès. La sonde chinoise Chang'e 4 qui a atterri sur la face cachée de la Lune en 2019 a réussi avec succès à faire pousser des plantes en microgravité sur la Lune. Et donc, techniquement, c'est tout à fait faisable. Et avec ça, on a un levier d'action assez conséquent pour réduire considérablement l'impact carbone et l'impact qu'on peut avoir sur les écosystèmes dans la production de notre nourriture. Si avec ça, on ajoute une perspective transhumaniste, on peut se poser la question comment, en modifiant l'humain, on peut aussi alléger l'impact de l'homme sur l'environnement. Et je propose deux options que j'ai pu croiser au gré de mes recherches. La première est apparue dans le corps transhumaniste proposé par Humanity Plus, où l'idée était d'optimiser nos enzymes digestives pour nous permettre de digérer beaucoup mieux. Et donc, pour la même quantité de nourriture acquise, être capable d'en retirer beaucoup plus de nutriments et beaucoup plus d'énergie, ce qui permettait de manger moins tout en ayant le même apport énergétique et de ne pas être carencé. On pourrait aussi, en retravaillant les enzymes digestives de l'être humain, digérer des aliments qui aujourd'hui sont indigestes pour l'homme, et cela est surtout valide éventuellement pour une colonisation spatiale, puisque ça augmenterait la résilience et la résistance des futurs colons spatiaux, puisqu'ils auraient accès peut-être à une variété de nourriture beaucoup plus grande et ils pourraient ainsi mieux s'adapter aux contraintes de leurs environnements. Il faut penser que, par exemple, sur Mars, il y a des perchlorates, ce qui fait que la culture de plantes directement sur le sol martien, pour l'instant, semble impossible. Donc, les cultures hors sol et les bioréacteurs semblent être la solution, mais aussi nous pourrions rencontrer d'autres contraintes qui font que certaines plantes, même en microgravité ou même dans l'environnement d'une planète ou d'une lune, pourraient ne pas pouvoir croître, alors qu'une autre plante qui aujourd'hui est indigeste pour l'être humain pourrait croître dans de tels environnements. L'autre option aussi, elle a été évoquée par Liao, Sandberg et Roche en 2012 dans un article, c'est l'idée de diminuer la taille des êtres humains. En effet, pour chaque kilo de masse biologique contenue dans un corps humain, il faut une certaine quantité d'énergie pour la maintenir. Donc, plus nous sommes grands, plus nous avons une masse importante et plus nous demandons d'énergie pour être maintenus. Si nous pouvons réduire la taille de l'être humain, cela signifie que nous pourrions demander beaucoup moins d'énergie pour maintenir un seul être humain, et donc collectivement, nous pourrions limiter l'impact de l'humanité sur les biotopes. Et cela, ils présentent dans leur étude que si la taille des êtres humains était diminuée de 15 cm, cela permettrait une diminution de masse d'à peu près, selon leurs estimations, de 25% pour les hommes et de 23% pour les femmes, et une diminution du métabolisme de 15 à 18%. Et donc, si on regarde dans une perspective beaucoup plus lointaine, entre les technologies aujourd'hui existantes de culture au sol, de bioréacteurs, entre un changement d'alimentaire vers un alimentaire qui est moins exigeant sur la biosphère, et avec à plus long terme une modification de l'être humain pour le rendre plus apte à digérer et moins gourmand en énergie, nous pourrions, sur Terre, considérablement alléger notre pression sur la biosphère terrestre, et au niveau de la conquête spatiale, nous pourrions nous ouvrir des perspectives qui aujourd'hui nous sont fermées en allégeant considérablement la contrainte logistique d'une base lunaire ou d'une base martienne, et en permettant peut-être finalement d'arriver à l'autonomie alimentaire de ces installations beaucoup plus rapidement et nous ouvrir tous ces horizons pour la colonisation.
Voilà, je suis allé un peu vite, mais j'ai voulu rattraper le temps et j'ai un peu plus Oui, accéléré que d'habitude et j'ai coupé certains trucs. de la marge, ça va nous poser. Il y a au moins une paire de questions que j'ai repérées, on va pouvoir y répondre tranquillement. Donc, une première question me paraît très spécifique. Peut-être tu pourras répondre ou pas répondre, je ne sais pas. Donc, il est demandé est-ce qu'un jour ce sera possible de produire un steak cellulaire, donc sous-entendu, à partir, énergétiquement parlant, je suppose, à partir de rayons du soleil? Est-ce que tu as trouvé des sources pour répondre à une question comme celle-là? Non, pas spécifiquement, mais bon, je dirais qu'aujourd'hui, je n'ai pas de source à ce niveau-là, mais comme les rayons du soleil, c'est de l'énergie, et je ne vois pas en quoi une solution génétique pourrait empêcher ça. Mhm. Et la deuxième question était, est-ce que, par rapport à ces perspectives, est-ce que le contrôle des naissances ne serait pas plus simple que la perspective donc évoquée par Anders Sandberg, Liao, je sais plus le troisième, et Roche, donc de chercher à modifier génétiquement les et donc les pousser à moins consommer. Parenthèse, perspective qu'ils ont eux-mêmes désigné plus tard comme, comment dire, un petit peu provocatrice, n'est-ce pas? Oui, oui. Ben, tout ce qui touche un peu à la modification de l'humain est un peu provocateur. Et donc, la question demandait est-ce que c'était pas plus simple, ça serait pas plus simple de pratiquer le contrôle des naissances? Oui, ça serait probablement plus simple. Ça demande quand même un plus grand contrôle de l'État sur la population et avec le risque que, vu qu'il va y avoir un contrôle administratif sur la population, d'avoir un délai entre le moment où il faut adapter les naissances pour revenir à un rythme un peu plus normal. Je prends l'exemple de la Chine qui a eu l'enfant unique pendant extrêmement longtemps, qui a levé cette contrainte il y a quelques années, et j'ai lu pas mal d'articles et pas mal d'études qui tentent à dire qu'ils auraient levé la contrainte sur l'enfant unique un peu trop tard pour éviter un vieillissement excessif de leur population et pour finalement ne pas subir le contre-choc de cette politique de l'enfant unique. Donc la contrainte de contrôle des naissances, il faut prendre en compte et en perspective l'inertie administrative d'un État ou d'une organisation qui contrôlerait ces naissances et qui peut ne pas réagir immédiatement si la situation change. Si par exemple la technologie permet de permettre à plus de personnes de vivre sans entraîner des dommages à la biosphère, et on risque de réagir trop tard et d'avoir des effets négatifs imprévus du fait qu'on lève ce contrôle des naissances un peu trop tard. Peut-être il reste une minute à peu près pour que je te pose une autre question en approfondissant dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu dirais de la perspective plus proprement transhumaniste qui consiste à espérer que les populations vont continuer en fait à se réduire du fait d'un allongement considérable de la durée de vie en bonne santé? Ben, pour moi, c'est plus qu'un espoir. Par exemple, la transition démographique mondiale est déjà sur la courbe descendance du S. Aujourd'hui, il s'est passé, si je me souviens bien, il s'est passé on est toujours à un peu plus de 7 milliards d'habitants, et en fait, on sera à 10 milliards à la fin du siècle, c'est-à-dire qu'on est déjà en phase de ralentissement parce que le taux de natalité est directement lié au niveau de développement. Plus un pays est développé, plus il a tendance à avoir son taux de natalité, et beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui ont des taux de natalité plutôt bas. Si je me souviens bien, je crois même que, contre toute idée reçue, le Maghreb a un taux de natalité inférieur à celui de la France, par exemple. Il me semble bien, il me semble bien. Ce que j'ai vu récemment, c'est pas très légèrement supérieur maintenant Voilà, à mais ils 2,1, nous ont rattrapés. 2,5 selon les pays. Voilà, donc, si on accepte le Nigeria qui semble être la bombe démographique actuelle, tous les pays du monde, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Europe ou en Asie, sont sur la fin de leur transition démographique et arrivent à des taux de natalité beaucoup plus raisonnables. Le problème, c'est que vivant plus longtemps, même si la population va stabiliser autour de 10 milliards, ces 10 milliards, il faut quand même les nourrir, il faut quand même continuer à vivre avec ces 10 milliards. Il est fort probable
au rythme, si la tendance se continue comme ça, qu'au XXIe siècle, on soit moins contraint par la pression démographique qu'on l'est à ce siècle-ci, parce qu'on aura probablement inventé les techniques nécessaires pour maintenir 10 milliards d'habitants sans endommager la biosphère terrestre. Et durant le 22e siècle, la croissance de la population sera probablement moins importante en proportion que ce qu'elle aura été au 21e siècle, au 21e siècle étant déjà elle-même moins importante en proportion que ce qu'elle a été au 20e siècle, où là, ça a été la réelle explosion, ça a été la phase exponentielle du S de la transition démographique mondiale. Très bien. Merci beaucoup, Cyril, pour Merci. ces éclairages. Je vais continuer à enchaîner de manière assez pardon, rapide pour donner la parole à Célestin Piette.